Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête avec l'audition de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie du 4 juillet 2022 au 8 janvier 2024, puis du 8 février 2024 au 5 septembre 2024. Monsieur le ministre, je suis tenu de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure » après avoir allumé votre micro, s'il vous plaît. Je le jure, Monsieur le Président. C'est parfait, Monsieur le Ministre. Donc je rappelle rapidement, pour les personnes qui regardent en direct, cette audition que le Sénat a constitué le 20 novembre dernier, une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Cette audition, donc, de cet après-midi a pour objectif de faire la lumière sur la relation entre Nestlé Waters et les services de l'État, en particulier au sein des ministères, et sur les relations de l'État face au scandale des eaux traitées illégalement. Monsieur Lescure, vous avez été ministre délégué chargé de l'Industrie, donc j'ai rappelé les dates, c'est-à-dire une large part de la période au cours de laquelle cette affaire s'est déroulée. En effet, nous retrouvons vos services et votre cabinet à de multiples reprises dans la documentation qui nous a été transmise par les 10 ministères. Quel a été votre niveau d'information sur cette affaire? Quelles ont été vos instructions, s'il y en a eu, à votre cabinet et au service, par exemple, à la DGCCRF? Quelles ont été vos instructions au préfet qui signe les arrêtés d'exploitation des eaux minérales? Quels ont été vos arbitrages dans les discussions interministérielles, notamment face au ministère de la Santé? Avec le recul, jugez-vous que certains aspects de cette crise auraient pu être gérés différemment? Voici quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur va vous interroger. Nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps, un propos préliminaire de 15-20 minutes si vous le souhaitez, puis la parole à notre rapporteur, et enfin, bien sûr, nos collègues présents que je remercie pourront également vous poser des questions. On peut partir en principe d'une audition d'1 heure, comme ça fait dans l'intérêt de tout le monde. Donc, Monsieur le Ministre, vous avez tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs le sénateur. Vous avez souhaité m'entendre dans le cadre de votre commission d'enquête portant sur l'entreprise Nestlé Waters, et je vous remercie de me donner l'occasion aujourd'hui de partager, à partir de mes souvenirs, le travail que nous avons mené avec mon équipe sur ce sujet, en collaboration avec le ministère de la Santé et sous la gouverne de Matignon. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques de cette affaire parce que cela a, je pense, déjà été largement abordé lors de vos précédentes auditions. Je tâcherai de vous retracer le travail que nous avons réalisé avec mon équipe qui a amené à notre recommandation commune avec le ministère de la Santé. Vous avez également eu l'occasion d'entendre mon ancienne directrice de cabinet, Madame Adrienne Bretons, et mon ancienne conseillère technique chargée du dossier, Madame Mathilde Bouchardon. Elles vous ont, je crois, fidèlement retracé les informations que mon cabinet a eues à sa disposition et la façon dont la recommandation a été construite avec le ministère de la Santé et sous l'autorité du cabinet de la Première ministre. Vous avez pu le constater lors de leur audition, je pense, mes équipes ont toujours travaillé avec précision, détermination, sens de l'État et sens de l'intérêt général. C'est dans ce sens que nous avons traité ce dossier comme tous les autres. Pour ma part, je souhaite vous présenter comment j'ai eu connaissance de ce dossier et comment nous avons construit la position du ministère. Je suis nommé ministre délégué chargé de l'Industrie, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, sous l'autorité de Monsieur Bruno Le Maire, le 4 juillet 2022. À mon arrivée au ministère, je n'ai pas d'équipe. Agnès Pannier-Runacher a quitté le ministère depuis plus d'1 mois pour devenir ministre de la Transition écologique et nous n'avons pas eu l'occasion d'organiser une passation entre nous. Avec mes collègues, Olivier Grégoire, en charge de la consommation de l'artisanat et des professions libérales, de Jean-Noël Barrot, en charge du numérique, de Gabriel Attal, en charge du budget. Nous sommes sous la tutelle de Bruno Le Maire, ministre depuis 5 ans. Pour ma part, j'ai autorité par délégation du ministre de tutelle, essentiellement sur la direction générale des entreprises et plus accessoirement sur les autres directions générales du ministère, dès lors qu'elles pourraient servir à l'accomplissement de mes missions.
Les sujets ne manquent pas. À mon arrivée, je dois recruter mon cabinet, élaborer notre feuille de route, répondre aux convocations des commissions permanentes des chambres, rencontrer les administrations, les élus, les syndicats, les associations, les représentants patronaux, un certain nombre de dirigeants d'entreprises industrielles et mes homologues européens, le tout en réalisant mes premiers déplacements de terrain. Cela me donne l'occasion de vous présenter rapidement le fonctionnement du cabinet et notre manière d'aborder les dossiers. Dès les premiers jours, je suis confronté à mon premier dossier extrêmement sensible, la fermeture de la société aveyronnaise de métallurgie, un sous-traitant automobile de l'Aveyron, qui fera d'ailleurs l'objet de ma première question au gouvernement. Dès lors, les sujets s'enchaînent, la préparation du budget et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la gestion de la crise des prix de l'électricité. On était en plein conflit en Ukraine, les prix de l'électricité avaient décuplé et impactant de manière extrêmement négative l'ensemble du tissu industriel, la préparation du plan de rationnement du gaz pour l'hiver 2022, les négociations commerciales, la fermeture de Camaïeu, une décision extrêmement difficile qui concernait 2600 salariés, ainsi que des sujets de plus long terme, comme la décarbonation de l'industrie et l'élaboration des plans stratégiques des filières industrielles. Le traitement du dossier Nestlé Waters s'inscrit dans ce contexte d'activité très dense. Afin d'assurer un pilotage efficace de tous ces dossiers, nous organisons le cabinet de la manière suivante. Mes conseillers au fond, dont Mathilde Bouchardon, suivent le quotidien des dossiers. Ils les instruisent avec les services, participent aux réunions interministérielles, rencontrent les industriels, proposent des modifications réglementaires, échangent régulièrement avec les autres cabinets et rapportent au cabinet de tutelle et à Matignon. La directrice de cabinet, avec son adjoint, pilote le travail des conseillers techniques. Ils les orientent, prennent avec eux un certain nombre de décisions, rencontrent régulièrement l'administration et des entreprises à haut niveau, répondent aux convocations de l'Élysée, à Matignon et au cabinet du ministre de tutelle. Ils peuvent être aussi amenés à prendre à leur niveau un certain nombre de rendez-vous que mon agenda ne me permet pas d'honorer. Les uns et les autres me voient régulièrement pour me rendre compte de leurs avancées, dès lors qu'un arbitrage qui ne peut être rendu qu'à mon niveau est attendu. Exemple, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui donnait lieu à différents niveaux de rencontres interministérielles, les cabinets, les directions de cabinet et les ministres, et quand les cabinets sont d'accord, les RIM en général se tiennent en dehors des ministres. Sur Nestlé Waters, j'ai été sollicité par mon équipe pour valider la position commune avec le ministère de la Santé qui remonterait à l'arbitrage de Matignon à partir de décembre 2022. En décembre 2022, mon équipe demande à me voir pour évoquer ce dossier et préparer la position du ministère en vue d'une réunion prévue à Matignon. Ils viennent d'apprendre par le ministère de la Santé que l'eau du principal forage départ n'est pas pure à l'émergence. Je dois vous avouer que j'ai été estomaqué d'apprendre qu'une grande entreprise internationale avait pu tromper ainsi les consommateurs français pendant si longtemps. Mon premier réflexe, évidemment, est de demander à mon cabinet de vérifier qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Je suis immédiatement rassuré sur ce point. Je leur demande également si la fraude passée, liée au traitement UV et charbon, fait l'objet d'une enquête pénale et s'il a été demandé à l'entreprise de les retirer. Je comprends que c'est bien le cas. Dès lors, notre travail visera à deux choses. Un, définir notre position sur EPAR, qui faisait l'objet évidemment d'un traitement particulier du fait de la contamination qui nous avait été indiquée. Deuxième point, définir notre position sur la filtration inférieure à 0,8 sur les autres sources exploitées par Nestlé Waters. Au terme de ce travail, nous décidons avec mon équipe de proposer au cabinet de la Première ministre de procéder au retrait de l'autorisation de commercialiser les parts sous appellation eau minérale naturelle, s'agissant du forage en question. Il s'agit d'une décision lourde qui a des conséquences sérieuses. Elle emporte l'emploi de salariés. Pour autant, c'est une décision logique car elle découle de l'application directe et sans ambiguïté des textes qui régissent la commercialisation d'eau minérale en France. En février 2023, au moment où intervient la consultation interministérielle dématérialisée, consacrée à cette question, notre position fera l'objet d'un arbitrage favorable par le cabinet du Premier ministre et, comme vous le savez, conduira ultérieurement à la fermeture du site. Sur la deuxième question, celle du filtrage, vous avez eu connaissance de toutes les informations que mon cabinet et moi-même avons eues à ce sujet et qui ont fondé notre recommandation. 1. La directive européenne précise qu'une eau minérale ne doit pas être désinfectée.
2. L'arrêté de 2007 autorise en France la filtration sans préciser le niveau de filtration acceptable. L'ANSES a autorisé dans le cas particulier d'un industriel une filtration à 0,8. L'ANSES ni aucune autorité d'ailleurs n'interdit une filtration, ni l'ANSES pardon, ni aucune autorité d'ailleurs n'interdit une filtration inférieure à 0,8. L'Espagne a autorisé une filtration à 0,4 et plusieurs arrêtés préfectoraux en France autorisent une filtration à 0,4 et même pour certains cas à 0,2. Sur cette base, nous préconisons, en adéquation avec le ministère de la Santé et son cabinet, de laisser les agences sanitaires locales analyser l'effet des filtrations et autoriser, si la démonstration est faite qu'il n'y a pas de désinfection, Nestlé Water à installer des filtres inférieurs à 0,8. Contrairement à ce que j'ai pu lire ou parfois entendre, nous n'avons fait ici qu'appliquer l'état du droit. Il n'existe pas, au moment de la décision de Matignon, de normes interdisant une filtration inférieure à 0,8, ce qui explique d'ailleurs probablement que les autorités locales, pour certaines d'entre elles, l'aient autorisé sur certaines sources. Le bleu de Matignon permet de confirmer aux autorités locales qu'elles peuvent avoir la lecture suivante des textes. Il est possible d'autoriser une filtration inférieure à 0,8 si vous constatez que l'eau n'est pas désinfectée par cette filtration. Et face à la complexité de mise en œuvre de cette norme, que nous avons constatée après plusieurs allers-retours entre l'échelon local et national sur ce sujet, nous recommandons à Matignon d'ouvrir une discussion au niveau européen pour clarifier cette norme. Voilà quel a été mon rôle dans ce dossier. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, durant toute ma carrière, j'ai veillé à gérer les équipes dont j'avais la charge en responsabilité, en leur déléguant ce qui devait l'être, tout en assumant pleinement les positions que j'ai été amené à prendre à l'issue de leur travail. C'est la manière dont j'ai exercé mes responsabilités de ministre sur ce dossier comme sur tous les autres, et c'est dans cet état d'esprit que je me présente devant vous. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, pour ces premiers éléments, et merci aussi d'endosser la décision politique comme vous le faites, parce que ça a été un sujet de discussion et de débat avec d'autres ministres. D'abord, peut-être juste une question qui me vient, une question de contexte avant de rentrer dans le détail des choses. La ministre qui était ici juste avant vous, elle a ouvert un peu comme vous en fait son audition en disant j'étais très affairé, j'étais très occupé, mon agenda était épais, ce dont personne ne doute ici, mais est-ce que quelque part cette espèce de précaution qui a été donnée à chaque fois, j'arrive pas à la lire autrement que comme finalement c'est dur de pouvoir suivre les dossiers au quotidien et par conséquent. Alors voilà, j'aimerais juste que vous reveniez là-dessus, si vous le voulez bien. C'est juste un élément de contexte, mais il y a il y a une forme d'explication de pourquoi il est difficile et qui ensuite vient sur le travail du cabinet. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus juste un instant ? Et je pense que c'est une bonne question. C'est vrai que quand on arrive comme ministre, on est saisi d'un nombre important de dossiers, certains très particuliers, d'autres plus généraux, certains de court terme, de moyen terme, de long terme, et il faut traiter tout ça. Et donc la manière dont on s'organise pour traiter tout ça, c'est la manière dont je voulais présenter, de manière un peu pyramidale, où ce qui peut être traité, c'est au fond une logique de subsidiarité. Ce qui peut être traité au niveau des conseillers doit l'être, ce qui est traité au niveau de la direction de cabinet l'est également, et ce qui doit conduire à l'alerte du ministre, soit pour qu'il prenne une décision, soit parce que l'information est suffisamment importante pour qu'elle soit partagée, l'est au niveau du ministre. Tout ça, évidemment, se place dans un cadre interministériel où tous ces échelons de la pyramide sont concernés par des réunions interministérielles. Et je pense qu'on a organisé avec notamment la directrice de cabinet que vous avez eu l'occasion d'auditionner, extrêmement rigoureuse et organisée, tout ça de manière efficace. Mais ceci explique que même si, je le répète, j'assume pleinement les décisions qui ont été prises dans le cadre de mes fonctions, quel que soit le niveau où elles l'ont été, cette organisation de subsidiarité qui fait qu'on délègue de manière à ce que ce soit géré au niveau le plus efficace. J'ai découvert en étant ministre que vous ne détenez plus votre agenda, que chaque demi-heure est comptée et qu'effectivement la demi-heure du temps ministre, elle est rare et donc elle est chère. D'accord, donc pas de sentiment de dépossession, une question d'organisation bien sûr. Que vous vouliez préciser sur la discussion. Peut-être aussi pareil sur l'environnement, que nous comprenions bien les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire avec qui vous avez interagi sur ce dossier au point de vue de la décision ? Nous voyons, nous, dans notre dossier, que
la Première ministre a donc été, en tout cas le cabinet de la Première ministre a été mis dans l'affaire puisqu'il y a eu un arbitrage interministériel. Nous savons qu'au dossier, il y a des éléments sur l'Élysée qui a eu à traiter ce point. Est-ce qu'il y a ensuite la question de Nestlé, l'industriel lui-même. Est-ce que vous pouvez nous dire avec qui, dans à la fois le périmètre côté industrie et côté État au sens large, vous avez interagi dans le processus de prise de décision ou même pour partager des informations à votre niveau, Deux personnes, Adrienne Breton, ma directrice de cabinet, et ma conseillère technique, Mathilde Bouchardon. Aucun autre échange sur ce sujet. J'ai évidemment été amené à participer à des réunions sur d'autres sujets avec les personnes que vous mentionnez, sauf Nestlé Water, que je n'ai jamais rencontré. Et les deux seules personnes avec lesquelles j'ai évoqué ce dossier sont donc ma directrice de cabinet et ma conseillère technique. D'accord. Et Nestlé Waters n'a jamais de sollicité auprès de vous directement une réunion ou un point d'échange. Que ce qui nous surprend aussi au dossier, c'est que nous découvrons que Nestlé Waters a sollicité l'Élysée, M. Köhler, à plusieurs reprises afin d'avoir un entretien. Le canal logique et naturel nous semblerait être le ministre de l'Industrie, c'est-à-dire vous-même. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Non, alors nous avons été sollicités par des dizaines d'industriels quand nous sommes arrivés. Entre le 4 juillet 2022 et je pense jusqu'à mon départ, ces sollicitations étaient fréquentes. Et nous les gérions de la manière dont je vous l'ai expliqué. Pyramidale, en fonction de l'importance, de l'urgence du sujet et en fonction parfois aussi de la disponibilité du ministre. Les rencontres se faisaient au niveau qu'on jugeait le plus adéquat. En l'occurrence, je pense que vous le savez, Nestlé Water a été reçu par ma directrice de cabinet quelque part en septembre 2022. Comment vous qui avez l'habitude évidemment de ce circuit de décision, comment vous expliquez que Nestlé Water se soit porté à plusieurs reprises au niveau de l'Élysée et de M. Köhler pour avoir un échange à ce niveau-là? Comment vous le comprenez? Écoutez, est-ce que c'est usuel? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être pris, enfin, je sais pas si on peut parler de court-circuitage, mais en tout cas que le sujet soit évoqué à un autre niveau qu'au niveau ministre de l'Industrie? Alors, je n'ai jamais travaillé à l'Élysée, donc je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur la manière dont l'Élysée s'organise. J'ai eu des réunions avec Alexis Köhler en tant que ministre de l'Industrie, j'en ai même eu d'autres en tant que président de la Commission des affaires économiques dans le quinquennat précédent. On n'a jamais évoqué ce dossier, jamais. Et je me suis, mais vraiment, jamais senti en porte-à-faux vis-à-vis de qui que ce soit dans un processus interministériel qui est quand même assez codé, structuré. Je pense que vous le savez, une réunion interministérielle en général fait l'objet d'un compte-rendu dit bleu parce qu'il est imprimé sur un dossier bleu qui fait office de décision. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on s'est inscrit. Merci beaucoup. Peut-être deux derniers éléments de contexte. Madame Firmin Lebaudot, qui était ici juste avant vous, je ne vais pas dire vous a renvoyé la patate chaude, mais quelque peu quand même. C'est-à-dire qu'à la fin de son audition, lorsque nous lui demandons mais comment expliquez-vous, du point de vue des citoyens, que vous ayez laissé perdurer une fraude, puisque vous le savez comme moi, les traitements illégaux ont été retirés pour une part en 2022, pour une autre part en 2023. Et que donc pendant tout ce laps de temps, les Français, les consommateurs, ont acheté de l'eau minérale naturelle qui n'était pas naturelle, qui était de l'eau traitée, et qui donc était traitée comme pouvait l'être d'ailleurs l'eau du robinet. Mais de ce point de vue-là, qu'est-ce qui fait que... alors elle nous a renvoyé vers le ministère de l'Industrie, donc voilà, je me permets de me tourner vers vous, vous êtes là. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pris cette décision d'informer, c'est-à-dire que vous pouviez continuer à traiter le dossier dans ses composantes techniques telles que vous l'avez fait, on pourra ensuite rentrer dans cette discussion-là, mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous dites pas « je me dois d'informer les consommateurs français qui achètent massivement ces eaux minérales naturelles qu'ils sont trompés par l'industriel en question, qui est lui-même venu devant vous, enfin pas devant vous en l'espèce, mais devant votre prédécesseur, reconnaître cette tromperie. Qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? Alors, deux choses. C'est d'ailleurs, je pense, un des enjeux importants de votre commission d'enquête. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les eaux minérales en question ne pouvaient pas être qualifiées d'eau minérale naturelle. Alors pour ce qui est des traitements antérieurs qui ont été révélés par Nestlé, il n'y a aucun doute. Donc sur EPA, il n'y a aucun doute et je pense qu'on a agi très vite. Et pour le reste, on a... Attendez, juste un point important. Pour le reste, Monsieur le Ministre, il est très clair que avant le retrait des traitements illégaux en 2022 et 2023, nous n'étions plus en présence d'eau minérale naturelle. Et je suis surpris que, pour le coup, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un article 40 et à une enquête judiciaire qui en a suivi. Mais pour le grand public, en ce qui concerne...
En ce qui concerne votre question sur l'information des consommateurs, je comprends que vous la posiez. L'IGAS avait insisté à plusieurs reprises sur le caractère confidentiel de son rapport. Et donc, nous n'étions pas, nous, habilités à le rendre public. En tout cas, nous n'avons pas fait la demande. J'imagine que la question viendra. Et je vous rappelle que dès l'automne 22, il y avait 2 procédures judiciaires en cours. Un article 40 initié par l'ARS Grand Est et une autre menée par le Service national des enquêtes de la DGCCRF. Donc, dans ce contexte, mon devoir était de respecter l'indépendance de la justice, de ne pas interférer dans les enquêtes en cours. Une communication publique de ma part à ce stade aurait pu constituer une entrave à l'action du parquet. Mais tout de même, vous dites que ça aurait pu constituer une entrave au sujet du parquet, mais tout de même, de fait, vous laissez se perpétuer une fraude en n'informant pas le grand public. Et par ailleurs, encore une deuxième question sur la question de l'IGAS, parce que je ne sais pas, peut-être que vous pourrez revenir dans le détail sur ce que vous a préconisé l'IGAS. Ce que nous savons, c'est aussi que dans ce rapport IGAS, il y avait la préconisation de dire il faut plus de transparence dans le secteur des eaux minérales naturelles et que, in fine, la décision de publicité revient au ministre et que finalement, c'est la révélation de presse qui a conduit à ce que vous décidiez finalement de révéler le contenu du rapport IGAS au courant du mois de 2024. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ce point-là? J'entends en tout cas que pour ce qui relève de l'information du public, vous vous êtes posé la question, mais ce qui a prévalu pour vous, c'était le secret de l'affaire pénale. Alors, si je résume. Je rappelle que moi j'ai été mis dans la boucle, même si j'assume tout ce qui a été fait auparavant, au mois de décembre 2022. Et les décisions qui ont été prises auparavant, notamment sur l'information des consommateurs, relevaient de l'argumentaire que je vous ai donné. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales qui insistait à plusieurs reprises sur la nécessité de préserver la confidentialité du rapport, limitant même sa diffusion aux services compétents, notamment les agences régionales de santé. Et 2 procédures judiciaires en cours qui nous conduisaient effectivement à ne pas souhaiter interférer avec ces procédures, avec un risque de communication qui aurait pu avoir un impact sur ces procédures. Sur le rapport de l'IGAS, un rapport de l'inspection générale est rendu public après avis des ministres. On ne m'a jamais demandé mon avis sur une publication éventuelle. Je n'ai donc pas eu à me prononcer sur cette publication éventuelle. Est-ce que vous savez à qui l'avis a été demandé? Ah non, vraiment, je ne sais pas. Et dernière question pour clore la série de questions sur le consommateur. Est-ce que, avec le recul, vous vous dites qu'il aurait mieux valu informer le public du fait qu'il ne buvait plus de l'eau minérale naturelle à ce moment-là ou pas? Écoutez, c'est difficile de refaire l'histoire a posteriori. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai été un peu surpris après la RIM, et donc après cette fameuse décision, du temps que ça a pris avant que le plan de transformation soit mis en œuvre. Ce que j'ai compris, c'est qu'il avait été mis en œuvre, et mes services, mon équipe, même si elle n'était pas directement en charge d'en faire le suivi, a posé un certain nombre de questions en ce sens, qu'à partir de l'été 2023. À partir du moment qu'une décision était prise, moi je considérais qu'il fallait l'appliquer le plus rapidement possible. On était auparavant, en ce qui me concerne, en tout cas en ce qui concerne mon équipe, entre septembre 22 et février 23, dans une période d'instruction du dossier, qui je pense méritait qu'il puisse être instruit, je dirais, jusqu'à ce que décision soit prise et communication puisse ensuite être faite. Et votre collègue Olivier Grégoire au sein de Bercy, avec qui vous étiez en lien, est-ce que vous avez eu, qui est en charge de la consommation, donc peut-être aussi avec une sensibilité particulière sur ce sujet, est-ce que vous avez eu des échanges avec elle sur ce dossier ou pas du tout à votre Non, on n'en a pas eu. Je crois comprendre que dans le cadre des réunions régulières entre directeurs de cabinet et directrices de cabinet des ministres délégués sous la gouverne du directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, ce sujet a pu être abordé sur un registre de l'information. On avait clairement été délégués, je dirais, sur ce dossier. C'était nous qui étions en charge. Mais je pense que les directeurs de cabinet en ont été informés régulièrement. D'accord. Et question aussi pour comprendre la nature du dossier par rapport à d'autres. Est-ce qu'une fraude qui a été évaluée par le SNE pour une période de 3 ans, je crois, à 3 milliards d'euros, c'est quelque chose qui est plutôt quand même dans les dossiers haut de la pile, côté service national d'enquête, ou quelque chose de plus classique j'imagine. De votre expérience, est-ce que c'est plutôt un top dossier? Je vous l'ai dit, moi j'ai été estomaqué d'apprendre cette fraude au moment où je l'ai apprise. Et donc j'imagine que le service national d'enquête a fait son travail à la hauteur de l'ampleur de la fraude. Mais on était dans une procédure d'enquête qui, comme vous le savez, ne doit pas être interférée par une intervention politique quelle qu'elle soit. Et donc je n'ai pas d'informations sur l'ampleur du travail, ni du procureur d'ailleurs
de la région, ni le service national d'enquête, évidemment. D'accord. Sur votre prédécesseur, Madame Pannier-Runacher, vous évoquiez le fait qu'elle était partie quand vous êtes arrivé. Et par conséquent, est-ce que vous avez eu, d'une manière ou d'une autre, un temps d'échange sur ce dossier, une forme de passation ou absolument pas? Non, elle était partie parce qu'elle avait été nommée ailleurs. Donc elle était nommée au moment de la nomination du... Non, mais c'est un fait. Oui. Donc elle a été nommée ministre de la Transition écologique et de l'énergie à l'époque, je pense, un bon mois avant que je sois moi-même nommé. Et c'est vrai qu'on n'a pas organisé de transition à l'époque. Elle était partie sur autre chose. Et moi, j'ai tout de suite mis les roues sur le tarmac et j'ai décollé. D'accord, d'accord. Un point qui reste mystérieux pour nous après toutes ces auditions, c'est le fait que les autorités locales n'ont pas été informés des traitements pratiqués par Nestlé Water. J'entends par là que les ARS, je prends le cas de l'Occitanie, pour l'Occitanie, c'est en novembre 2022 que les traitements illégaux sont révélés. Et figurez-vous qu'ils ne sont pas révélés par le service de l'État, mais par l'industriel lui-même, qui prend les agents de l'ARS par la main et qui indique ce qui s'est passé, comment la fraude se passait sur le site de Vergès. Est-ce que ça vous surprend, premier point? Et deuxième point, qu'est-ce qui, dans votre analyse, n'a pas fonctionné pour que, finalement, entre un ministère informé en août 2021, on arrive en novembre même 2022, avec aucune information qui n'a été vers les ARS, qui sont les autorités de contrôle de proximité. Comment vous analysez cela? Écoutez, ça me surprend, mais d'abord peut-être... l'image du gentil industriel qui vient pour informer les ARS des traitements illégaux qu'ils ont commis me surprend un peu. Je n'ai pas dit qu'il était gentil. Bon, dans la bouche du rapporteur. Donc, mais je dis juste que c'est quand même surprenant. J'imagine que vous avez posé la question à Nestlé Water de la raison pour laquelle il s'était auto-dénoncé. Et Nestlé nous a dit qu'ils attendaient. C'est ça la surprise aussi, c'est que Nestlé nous a dit qu'ils n'ont pas trop parlé, monsieur le ministre. Bon, voilà. Donc, ils nous ont dit qu'ils attendaient. Alors, c'est ça qui nous a aussi surpris dans la réponse de Nestlé, et je voulais y venir juste après. Nestlé nous a dit... on attendait, pas dire le mot autorisation, parce que c'est peut-être pas le mot exact qu'ils ont employé, on attendait l'accord du pouvoir central pour aller en référer aux ARS. Très bien, ils sont gentils. Non, mais moi j'ai été surpris parce que je pense que, de mémoire, j'ai pas la lettre de saisine de l'inspection générale des affaires sociales qui avait été signée par ma prédécesseur, mais dans cette lettre, il était mentionné que l'IGAS devait s'appuyer notamment sur les ARS. Donc je suis surpris, dans le cadre de cette procédure, de cette enquête, qu'il n'y ait pas eu d'échange entre l'IGAS et les ARS. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment que mon équipe se saisit du dossier, je pense dès septembre 2022, des échanges avec les ARS sont mis en œuvre de manière extrêmement rapide et fréquente, même si, vous le savez, les agences régionales de santé dépendent du ministère de la Santé et pas du ministère de l'Industrie. Très bien. Alors, je reviens justement sur là où vous en avez terminé, c'est-à-dire à partir de septembre 2022, le processus se met en place au ministère de l'Industrie et une première note est produite par, je crois, votre conseillère, Madame Bouchardon, c'est ça, hein, je ne dis pas de... C'est Madame Bouchardon, c'est ça, qui est conseillère avec votre cabinet, qui coécrit avec Monsieur Breton. Et sur donc cette note va vers la question de la microfiltration à 0,2 microns. Ma question, elle est, comment vous avez produit cette décision? C'était la demande de l'industriel quand il est venu vous voir que d'obtenir une validation de son plan de transformation. Son cabinet. Pardon. C'est un vous. Moi, je suis les propos de Monsieur le ministre. Merci de m'écouter, Monsieur le Président. Je ne doute pas que le rapporteur le fasse également. C'était un vous de majesté qui regroupait tout le ministère, mais vous avez raison, c'est votre cabinet, pour être précis, qui a été vu. Mais ce que nous a dit Mme Breton, pour le coup, et ce que vous nous avez confirmé, c'est que vous aviez des échanges avec Mme Breton, c'est sur ce sujet, vous étiez en copilotage quelque part. Enfin, en tout cas, vous validiez et qu'elle vous informait de tout ce qui se passait. Donc voilà, sur ce sujet, qu'est-ce qui fait que vous allez vers la solution qui est finalement la solution de l'industriel? Est-ce que vous interrogez d'ailleurs d'autres industriels? Parce qu'un des points qui nous a aussi interloqués, c'est qu'il y a une question de loyauté de la concurrence dans cette affaire. C'est-à-dire que si il y a un industriel qui vous dit, qui demande une microfiltration à 0,2 qui s'apparenterait à une désinfection et que les autres ne sont pas évidemment sur des schémas comme celui-ci, il y a un sujet. Et de ce point de vue, nous, les industriels que nous avons entendus, écoutés, reçus, ici même, nous disent, mais écoutez, pour nous, contrairement à ce qui peut être dit, la réglementation, elle était très claire.
elle était très claire. On ne s'est jamais posé la question sur les 0,2 microns. D'ailleurs, je crois que Mme Bouchardon, à un moment, interroge, il me semble, au niveau de l'UE, il y a une interrogation sur, je regarde, je vérifie, elle sollicite la DGCCRF pour savoir s'il y a des cas en dessous de 0,4 microns. Et il lui est répondu que non. À la connaissance de la DGCCRF, il n'y a pas de cas d'autorisation en deçà de 0,4 microns. Et que donc l'autorisation à 0,2 microns est problématique. Et en dépit de ça, vous continuez à aller vers cette décision. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez... qu'est-ce qui l'a emporté dans cette décision des 0,2 microns et du choix d'autoriser Nestlé, ou en tout cas de l'accompagner dans ce plan de transformation? Alors, 3 choses. Peut-être une première préliminaire. Nous ne prenons pas de décision, nous faisons des recommandations qui s'avèrent in fine en plus être communes entre le ministère de la Santé et le ministre de l'Industrie, qui sont entérinées par Matignon pour bien préciser la chaîne de responsabilité. Un point de précision de calendrier, je l'ai dit dans mon intervention liminaire, je suis informé, mis dans la boucle des décisions à un moment où on arrive proche d'une recommandation et où le dossier a été suffisamment instruit pour que ma directrice de cabinet souhaite m'en saisir, et ça c'est en décembre 2022. Alors, il s'avère qu'il y a effectivement une note qui a été rédigée à ma destination en septembre 2022. Je dois avouer que j'en ai pas eu connaissance. À l'époque, on avait des notes par dizaines. Chaque rencontre avec les industriels donnait lieu à une note. Et je les lisais pas tous, mais à culpa. Le point sur la loyauté de la concurrence, il est essentiel parce qu'en fait, on touche un peu au nœud du problème. On a l'Europe qui nous dit il ne faut pas désinfecter les eaux pour pouvoir les appeler au minéral naturel. Et on se rend compte, en instruisant le dossier, qu'il n'y a pas de définition objective, générale, voire même internationale de cette définition. On apprend que l'Espagne fait du 0,4. On apprend qu'un certain nombre de sources ont été autorisées en dessous de 0,8. Je crois même que certaines ont été autorisées déjà à 0,2. Et donc on se rend compte, et c'est ce qui fait l'objet de nos recommandations, qui n'est pas d'autoriser 0,2, je le rappelle, mais qui est d'autoriser à descendre en dessous de 0,8, à condition que les industriels puissent prouver que ce n'est pas une désinfection et qu'on puisse descendre au-dessous de seuils qui ne sont pas d'ailleurs spécifiés dans le bleu de Matignon. Et c'est bien important, c'est-à-dire que notre recommandation et la décision finale qui est prise par Matignon, c'est de déléguer aux autorités locales la capacité à autoriser à descendre en dessous de 0,8, à condition évidemment que ce seuil nouveau ne soit pas considéré comme un seuil de désinfection. Et c'est là qu'on voit l'histoire de la loyauté de la concurrence, comme vous dites, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a des industriels qui, d'ores et déjà, au moment où j'arrive à Bercy en juillet ou septembre 2022, pour certains c'est 0,2, pour d'autres c'est 0,4, pour d'autres c'est 0,8, pour d'autres c'est pas de filtration. Et c'est la raison essentielle pour laquelle nous considérons important que l'Europe se saisisse de ce dossier et qui donne plus de précision à des normes qui aujourd'hui sont simples au niveau européen, mais pour certaines d'entre elles, visiblement dans certaines régions, très difficiles à évaluer, très difficiles à mettre en œuvre et même très difficiles à contrôler. D'accord, peut-être juste sur ce point, parce que vous dites que finalement le bleu de l'acide ouvre la possibilité pour les autorités locales, donc les ARS, de se saisir et de voir si en dessous de 0,8 il y a ou non modification du microbisme de l'eau. Ce que nous remarquons, c'est que déjà l'ANSES, qui est l'autorité sanitaire, qui quand même peut faire autorité et référence, dans un avis de 2001 avait précisé les choses, et lorsqu'elle est à nouveau interrogée en 2022, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en 2022, elle vous redit quelque part la même chose. Et pour ce qui est des ARS, je me permets de vous citer ce que vous avez reçu au cabinet le 17 novembre 2022, une note de la directrice générale de l'ARS Grand Est, et qui vous dit ceci: les UV seront enlevés ou ont été pour partie seulement déjà enlevés. Mais Nestlé les remplace systématiquement par des filtres à 0,2 microns. Là encore, au motif de la sécurité sanitaire. Cette démarche de substitution interroge sur la qualité de la ressource elle-même et ou des installations de prélèvement, et notamment sur la nécessité de désinfecter l'eau. Désinfecter l'eau, ce sont ces mots. Nous n'avons aujourd'hui aucune connaissance de la réelle qualité des eaux des ressources dans la mesure où les eaux étaient pré-traitées lors de l'inspection. Cette position n'est pas acceptable. Nous sommes le 1er avril 2025 et nous n'avons toujours pas d'une ARS, qui est venue nous dire il y a la preuve que à 0,2 le microbisme de l'eau n'est pas modifié. Et donc nous sommes depuis lors dans cet état de flottement, je ne sais pas trop comment le décrire autrement,
sur la réglementation. Je voudrais avoir votre regard là-dessus, à la fois sur ce qui vous est dit à l'époque. En fait, vous avez la réponse à la question que vous semblez vous poser, et ensuite sur le fait qu'aujourd'hui encore, 2025, 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, nous ne savons toujours pas ce qu'il en est sur la dénomination, la véracité de la dénomination d'eau minérale naturelle au regard de la microfiltration. Monsieur le rapporteur, j'ai jugé de dire la vérité, rien que la vérité, en entrant dans cette salle. Ce n'est pas votre cas. Et c'est normal. Et vous pensez que je mens sur quelque chose? Non, je voudrais juste m'assurer que ce que vous dites est bien conforme à la vérité que moi, j'ai entendue au moment alors où j'instruisais ce dossier. Alors dites-moi s'il vous plaît. Vous faites référence à des rapports de l'ANSES qui, selon vos dires, seraient sans ambiguïté sur le fait que 0,2 micron constitue une filtration désinfectante. Je ne les ai pas vus. Vous parlez d'un rapport de 2021, vous parlez d'un rapport de 2022, vous avez cité les deux dates. 2001-2022. 2001-2022. Moi, j'ai suivi les analyses de mon cabinet qui s'est, lui, fondé sur les analyses de l'ANSES et qui montrent qu'il est possible de conclure, pour l'un d'entre eux en tout cas, que le 0,2 peut être accepté dans la mesure où ce filtrage ne constitue pas une désinfection et qu'il revient à l'industriel d'en apporter la preuve aux autorités sanitaires. Je vous rappelle, monsieur le rapporteur, puisque c'est en réponse à une de vos questions, que l'ANSES elle-même, interrogée par votre commission, ne me semble pas faire une réponse très claire et définitive sur l'histoire de la filtration à 2,02, puisque vous leur demandez, cela signifie que vous considérez qu'il y a une modification du microbisme de l'eau au point que cette eau ne peut plus être considérée comme de l'eau minérale naturelle. C'est difficile de répondre par oui ou par non. Cela dépend des délimitations que l'on fixe au champ des eaux minérales naturelles et de la définition de cette eau. Je ne veux pas mettre en porte-à-faux votre remarque, monsieur le rapporteur. Je veux juste qu'on comprenne bien le contexte dans lequel on fait ces recommandations. Moi, je vois que ni l'ANSES ni les ARS ne sont capables de nous dire, et franchement, ça aurait été beaucoup plus facile pour les ministres si on leur avait dit à 0,28, ça passe, à 0,27, ça passe pas. La décision aurait été plus simple. Et l'ARS Grand Est, on n'a pas d'indication. Il y a une décision de l'ARS Grand Est qui dit à 0,8, ça passe. Il y en a quelques autres qui, visiblement, via des autorités préfectorales, autorisent des 0,4, des 0,2. Et la réalité, je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui ont fait ces analyses, c'est que nous comprenons, en instruisant ce dossier, que la réponse à cette question pourtant simple de l'Union européenne, on ne désinfecte pas une eau minérale, la réponse est ça dépend. Ça dépend des eaux, ça dépend des sources, ça dépend des conditions locales, et que c'est du coup aux autorités régionales de santé, avec l'aide de l'industriel, c'est important, de prouver que oui ou non, une désinfection, un filtre de 0,2, 0,3, 0,4, 0,7 ou 0,8 constitue une désinfection. Après, monsieur le rapporteur, tout ce qui s'est passé depuis que j'ai quitté le ministère, j'en suis désolé, mais là, je ne peux pas en être comptable. Donc, je n'ai pas d'informations sur ce qu'il en est, ni hier, ni aujourd'hui, sur l'avancée des travaux. Moi, ce que j'avais compris, c'est que dès juillet 2023, le plan de transformation de Nestlé Water était en marche et qu'à partir de là, le contrôle de la qualité des eaux devenait, je dirais, un contrôle normal qui relève des autorités régionales de santé, qui elles-mêmes relèvent du ministère de la Santé. Je vous informe qu'à cette date, personne n'a statué sur le fait que le 0,2 pouvait être considéré comme conforme par les autorités régionales de santé. Juste un point, juste sur les recommandations pour aller au bout de votre interrogation. Moi, ce qui me surprend, c'est que dans la réponse que vous proposez, vous mettez les autorités régionales de santé qui n'ont, alors que l'expertise technique est à l'ANSES, les deux. Bien sûr, mais que vous mettez, vous dites en lien avec l'industriel, vous les mettez face à une responsabilité extrêmement difficile. Et d'ailleurs, la Direction générale de la santé est plutôt aujourd'hui sur l'idée d'avoir un cadrage national, ce qui semble quand même être la meilleure manière de régler la situation, que les choses soient clairement édictées. Parce que sinon, l'impression, c'est qu'on reporte en bout de chaîne vers ceux qui, visiblement, ont bien du mal à prendre une décision finale, puisque, encore une fois, nous sommes le 1er avril 2025 et que personne ne s'est senti capable de prendre une décision sur ce point-là. Donc, vous voyez, je pense que... Est-ce que vous ne pensez pas, du coup, parce que vous avez l'air de dire que l'ANSES ne disait pas exactement ce que je lui faisais dire, est-ce que vous pensez qu'il y a un sujet du côté de l'ANSES, que vous avez regretté un manque de clarté de l'ANSES? C'est ce qui a pu être dit par un certain nombre de vos collaborateurs. Non, j'ai fait des études scientifiques et je sais que c'est compliqué la science. Et donc que l'ANSES fait visiblement face à des difficultés pour évaluer de manière objective un cadre national, voire international. Parce qu'au fond,
Nestlé Water, j'imagine d'ailleurs, je ne le sais pas, produit de l'eau ailleurs en Europe. Il y a d'autres producteurs d'eau minérale qui sont ailleurs en Europe. Visiblement, en Espagne, une eau minérale naturelle n'est pas filtrée au même niveau que certaines en France. Idem pour l'Allemagne, le Luxembourg ou la Belgique. Et c'est ça que je regrette. Et donc, je comprends que l'ANSES ne soit pas en mesure de faire une recommandation nationale et qu'à partir de là, on dise, si ça dépend des conditions locales, ça va être le travail des ARS de le faire. Et ce que je comprends aussi, au vu de ce que vous me dites, c'est que les ARS elles-mêmes se retournent vers l'ANSES en disant, on n'en est pas capable. Il faut effectivement faire un travail là-dessus, et nous l'avons recommandé à l'issue de notre réunion interministérielle de février 2023 au niveau européen. Parce que je trouverais dommage que des sites français soient désavantagés par rapport à d'autres sites européens et qu'on se mette à boire de l'eau minérale naturelle made in Spain, made in Germany ou made in Luxembourg, qu'on ferme tous nos forages en France sous prétexte que les réglementations européennes ne s'appliquent pas de la même manière dans les principaux pays. Et ça, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. On partage cette inquiétude sur l'égalité des armes, vous avez raison. Moi, je vous pose une dernière question, parce que c'est ça que j'aimerais comprendre au moment où vous prenez cette décision, et vous accompagnez, disons, cet arbitrage interministériel. Pour moi, et dites-moi si je me trompe, les éléments dont vous avez à votre disposition, c'est ce qui a été dit par l'ANSES. C'est le retour que je vous ai lu sur cette position est inacceptable de la DG de l'ARS Occitanie. C'est le retour qui vous est fait sur le fait qu'en Europe, à la connaissance de la DGCRF qui est interrogée, il n'y a aucun endroit où le 0,2 est autorisé. Qu'est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, de l'autre côté de la balance qui vous fait aller vers cette décision? C'est ça ma question. Ma dernière question. Oui. On n'a pas autorisé 0,2, monsieur le rapporteur. On a confirmé la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 microns. Nous avons demandé à l'ARS Grand Est de mettre en place une surveillance renforcée, et je pense que c'est important, de la qualité de l'eau aux différentes émergences, quel que soit le débit de prélèvement. Et concernant le site de Vergès dans le Gard auquel vous faites référence, le cabinet de la Première ministre a demandé à la préfète du Gard et au directeur général de l'Agence régionale de santé de prendre en compte l'autorisation de microfiltration évoquée ci-dessus et de définir une démarche d'accompagnement et de contrôle de la qualité de l'eau aux différentes émergences dans le cadre du plan de transformation. L'idée, c'est on autorise à être en dessous en fonction des considérations locales et on contrôle effectivement que la qualité de l'eau n'est pas significativement altérée par ces filtres. Ça me semble assez clair. Ce que je et peux en vous dire, aucun c'est cas, que je pense, le 0,2 est mentionné dans ce bleu. Il est mentionné l'accompagnement du plan de transformation, et ce que je peux vous dire, c'est que ce bleu a été lu de cette manière localement et que les différentes autorités locales nous en ont fait état de cette manière. Mais je m'arrête là et je vous remercie de vos propos. Vous vous arrêtez là, mais je vous ai lu le bleu tel qu'il avait été rédigé. Bien sûr. C'est pour ça, accompagnement du plan de transformation de Nestlé Waters. Avec une microfiltration inférieure à 0,8 microns. Bon, vous avez terminé pour l'instant. Bon, avant de laisser, parce qu'il y a M. Gillet qui a souhaité poser la question. Moi, j'aurais une question à vous poser, M. le ministre. On a vu, à travers les multiples auditions dans ce dossier-là, je pense qu'on a beaucoup auditionné. Hein, oui, j'ai vu ça, bravo. Mes chers un gros travail. Oui, ça nous prend beaucoup de temps. Le rapporteur va avoir du boulot là, pour écrire tout ça. Ça, je lui laisse écrire. Hein. Moi, je ne fais que présider. On a vu, je validerai bien sûr, faites pas de souci, j'aurai un œil quand même sur ton rapport, faites pas de souci. Mais vous me perturbez là, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, on a vu dans ce sujet-là qu'il y a eu un article 40 dans la région Grand Est diligenté par l'ARS. Alors, je parle sous le contrôle du rapporteur, de mes collègues, on voit quand même dans ce dossier-là, et moi je crois qu'on a eu une audition notamment du directeur général de la santé qui était très intéressante pour nous, que sur ce sujet-là, on n'a pas été sur un problème de risque sanitaire direct de nos concitoyens, mais plutôt, on va dire, sur un sujet de tromperie par rapport à un produit vendu qui n'était pas conforme aux normes, donc une tromperie sur le produit vendu. Comment se fait-il qu'un service qui dépend du ministère de l'économie, la DGCRF, n'ait jamais fait d'article 40, que ce soit dans la Grand Est, ça a été l'ARS, et qu'en Occitanie, je peux le dire, très tardivement, et après son audition, nous venons d'apprendre que la DGCRF vient de faire un article 40 au mois de février, après son audition. Peut-être que ça les a stimulés dans leur audition, comme quoi l'intérêt
l'intérêt. Oui, j'étais informé, je reconnais, monsieur le rapporteur, l'intérêt de notre commission d'enquête. Alors, avoir un peu votre retour par là. Comment se fait-il qu'un service ministère de l'économie n'ait pas fait un article 40 ? Votre expérience d'élu. Oui, écoutez, j'ai bien entendu le débat que vous avez eu notamment avec ma directrice de cabinet, Monsieur le Président, à ce sujet. J'en ai été un peu surpris. Bon, d'abord, l'inspection générale des affaires sociales avait été saisie sur la base d'une auto-dénonciation de Nestlé qui portait sur l'ensemble des sites, à ma compréhension. Et donc, je suis surpris que le procureur des Vosges, même si évidemment il a une, je dirais, vocation départementale, il a toute liberté pour étendre le champ de son enquête. Et donc, on a pensé peut-être à tort, hein, mais que le procureur se ferait communiquer le rapport de l'IGAS, le détail des manquements constatés, et déciderait soit lui-même d'alerter son collègue du Gard, soit d'étendre le champ de l'enquête. J'ai bien compris que ce n'était pas votre lecture des choses, Monsieur le Président, et je suis heureux que la DGCCRF... Sur sa même lecture de votre ancien collègue Dupond-Moretti, en tant que garde des Sceaux, pas sûr qu'il aurait toléré que le procureur des Vosges, donc d'Épinal, puisse se saisir de faits dans le Gard. On n'est pas en matière terroriste, voire depuis quelque temps, parce que j'ai appris que vous avez bien voté à l'Assemblée nationale la PPL, le narcotrafic et le parquet national. Bon, il faut encore une CMP, mais espérons qu'elle sera conclusive. Mais dans ce domaine-là, il n'y a pas un parquet national, quoi. Il n'y a pas... Oui, mais j'entends bien, hein, mais je suis étonné qu'un procureur... Le parquet de Paris qui peut avoir une compétence plus large. Mais donc ça, je vais peut-être là montrer mon incompétence, mais je suis surpris qu'un procureur départemental qui ait connaissance d'un fait délictueux dans le cadre de son enquête ne soit pas lui-même appelé soit à saisir un de ses collègues, soit élargir le champ de son enquête. Alors là, à saisir son collègue du département, oui. Ça, mais si vous voulez, donc là, c'est bien que l'État communique. Je plaide coupable. Nous avons supposé qu'effectivement, face à un rapport de l'IGAS qui concernait l'ensemble des sources et un procureur national saisi au titre de l'article 40, dont je n'avais pas la connaissance des détails évidemment, se saisisse de l'ensemble du dossier et puisse alerter son collègue si dans ce rapport de l'IGAS se situaient des faits qui pouvaient éventuellement le concerner. Il y a M. Gillet qui va poser des questions. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je suis toujours surpris, Monsieur le Ministre, dans ces auditions, par le flou général qui peut régner sur un certain nombre de déclarations. Alors, notamment, à un moment donné, vous avez dit il y a eu certaines autorisations à 0,2. Si vous pouvez nous préciser lesquelles? Vous voulez parler de quoi? En France, ailleurs? Si vous parlez d'ailleurs, moi je suis toujours surpris parce qu'on en revient toujours à un avis de l'AFSA, à un moment donné, ANSES par ailleurs, qui faisait office de règlement quelque part, hein, qui était donc à 0,8. C'était ce qui était sanctuarisé au niveau national, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, si un certain nombre d'audités nous ont dit que c'était ce qui était sanctuarisé au niveau national, enfin, vous avez sans doute un avis différent, mais on a toujours beaucoup de mal à comprendre. Et moi, j'ai d'autant de mal à comprendre quand vous indiquez on n'a pas autorisé 0,2, mais on a autorisé moins de 0,8. Et ça, je trouve ça fabuleux comme remarque. Donc, si ça avait été 0,1, de toute façon, c'est pas un problème, puisque vous avez autorisé moins de 0,8. Non, mais alors, non, mais je vous laisse terminer, monsieur le sénateur. Mais c'est ce que j'ai entendu, alors j'ai peut-être mal entendu. Oui, c'est ça, je vais peut-être préciser ma pensée. J'ai cru comprendre qu'on a autorisé moins de 0,8. Bon, alors, si vous pouvez nous repréciser par rapport à ça, ça sera un peu plus clair. Parce que si c'est pas ça, qu'est-ce que vous avez autorisé alors? Précisez-nous. Vraiment concrètement, mais vous y viendrez au niveau de votre réponse, effectivement, au niveau général. Donc, si je vous suis, en fait, vous êtes pour le moins 10 ans européen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre, qu'après tout, dans d'autres pays, ils se pratiquent du 0,2. Vous voyez, puisqu'ils se pratiquent du 0,2, après tout, pourquoi on ne pratiquerait pas du 0,2, quoi? Et j'ai un peu ce sentiment-là. Mais ça m'interpelle d'autant plus qu'en l'occurrence, il y a un contentieux européen qui est ouvert aujourd'hui. Et pourquoi on a un contentieux européen qui est ouvert? C'est parce que l'Europe n'a pas été saisie comme elle aurait dû l'être. Et je pense que vous devez avoir un niveau de responsabilité par rapport à ça. Donc est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer sur ce sujet-là, puisque de toute évidence sur cette affaire, la transparence n'a pas été de mise dès le début jusqu'à la fin, puisque l'affaire sort parce qu'il y a des interventions
effectivement extérieure. Et donc, il faut aussi clarifier les choses par rapport à ce contentieux européen. Enfin, je terminerai sur un point. Quand vous parlez aussi de Nestlé Waters, qui était donc en charge de vous apporter la preuve sanitaire. À quel moment Nestlé Waters vous apporte vraiment la preuve sanitaire entre nous? À quel moment? Parce qu'ils mettent en place un plan de transformation. Il y a des contrôles qui sont faits, mais dans le cadre, on va dire, classique, puisque de l'avis même des audités, quand il y avait des contrôles, on a eu un aveu comme quoi on ne peut pas tout contrôler, puisque les principes de filtration interdits étaient dans une armoire cachée à un moment donné, et donc on ne peut pas tout contrôler dans l'usine pour savoir où est-ce qu'il peut y avoir des process qui ne sont pas acceptables en termes de traitement de l'eau. Donc il n'y a pas eu une enquête véritablement approfondie à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'en terminerai là. Il n'y a même pas eu d'enquête approfondie de la part de Nestlé Waters, si on se remémore l'audition qu'on a pu avoir avec sa responsable, puisque quand on la questionne sur le sujet, l'industriel n'a pas mis d'enquête approfondie pour saisir véritablement l'origine même du détournement, en fait, et n'a pas voulu révéler, à un moment donné, quel était le niveau de responsabilité par rapport à la mise en place de ces traitements qui n'étaient pas autorisés. Voilà, Monsieur le ministre. Juste une petite remarque humoristique par rapport à vos propos. Vous avez un avantage, vous avez lu dans les pensées de la directrice Nestlé, parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé quand même. Donc, c'est bon humour. J'ai au moins remarqué ce qu'elle n'avait pas dit. Voilà, alors, d'accord. Monsieur le ministre. Bon, je ne me permettrai pas de commenter ce qu'a dit ou pas dit la représentante de Nestlé Waters. Oui, et alors? Non, mais enfin, moi, c'est votre travail, c'est votre commission d'enquête. Moi, je ne suis pas là pour commenter ce que disent les autres auditionnés. Je vais me concentrer sur votre liste de questions qui est assez longue et à laquelle je vais essayer de lever le flou que vous avez mentionné. Et si j'ai été flou dans mes propos, j'en suis vraiment désolé. Les listes des sources qui ont été autorisées, elles sont dans le rapport de l'IGAS, elles sont en France, et je parle bien de différentes autorisations qui existent d'ores et déjà en France, de filtration à des niveaux différents, qui nous ont conduit effectivement à préconiser ce qui a été fait dans le cadre du compte-rendu, une approche locale qui pouvait autoriser à descendre en dessous de 0,8, c'est comme ça que c'est formulé, à condition évidemment de 1, renforcer les contrôles sanitaires pour s'assurer que la santé soit préservée en amont et en aval, et que 2, on puisse montrer qu'il n'y avait pas de filtration excessive qui conduisait à une déminéralisation de l'eau minérale naturelle. Donc si j'ai pas été clair, j'espère l'avoir été davantage dans cette réponse. L'idée c'est... vous me demandez s'il y a des listes de secteurs qui étaient autorisés. Je vous réponds oui. Vous me demandez si c'est en Europe ou en France. Je vous réponds les deux. Vous avez autorisé à moins 0,8 et on n'a toujours pas la preuve de savoir quand est-ce que le microbisme de l'eau est atteint à 0,2 ou 0,1. Malheureusement, dans le cadre de la réglementation actuelle, la réponse à cette question, et ça dépend. Je le répète, j'aurais préféré, moi, qu'on me dise à 0,45 ça passe, à 0,44 ça passe pas. Au moins, la décision aurait été plus simple à prendre. Donc, effectivement, on a réalisé que cette décision dépendait des sources locales, de la qualité de l'eau locale, de la météorologie locale, et on a décidé de pouvoir autoriser à descendre en dessous de 0,8, sous réserve évidemment que ce soit testé et prouvé. Et la seule décision à laquelle vous faites référence sur le 0,8, elle n'autorise pas le 0,8 en général, elle n'interdit pas de descendre en dessous, elle autorise un industriel à utiliser un filtrage à 0,8 parce que l'industriel lui avait demandé. Est-ce que les industriels auraient pu faire la même question 3 ans auparavant, 2 ans auparavant? Possiblement. Ça fait partie des responsabilités des industriels. Mais en l'occurrence, nous, quand on se saisit du dossier, on se rend compte qu'il n'y a pas de directive uniforme. Et je le répète, ça aurait été bien plus simple pour nous. Et on doit adapter effectivement un droit européen qui, visiblement, n'est pas interprété de la même manière dans différents États. Et donc l'idée, ce n'est pas le moins-disant européen, c'est le mieux-disant européen, parce que si des États filtrent en dessous de ce qui est acceptable, il faut aussi qu'on puisse le faire. Et c'est la raison pour laquelle, dans le bleu ministériel, nous recommandons d'approcher l'Union européenne pour faire un benchmarking et s'assurer qu'on puisse adapter, appliquer, interpréter cette réglementation de manière, j'allais dire, saine d'un point de vue de la concurrence entre États européens. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Le contentieux européen, peut-être ? Sur le contentieux européen, nous, on fait une recommandation à l'époque,
Et je suis ministre de délégué à l'industrie à l'époque. Je ne suis pas ni ministre des Affaires européennes, ni Premier ministre, et je ne suis toujours ni l'un ni l'autre. Donc si vous avez des questions sur la manière dont le processus européen a été lancé à l'issue de cette réunion interministérielle, n'hésitez pas. Mais en tout cas, le résultat de cette réunion ministérielle, c'est demande au secrétariat général des Affaires européennes de conduire une analyse de la situation de la microfiltration et des pratiques existantes dans les autres pays de l'Union, afin, le cas échéant, d'envisager de solliciter la Commission pour une évolution de la réglementation communautaire ou en vue d'une saisine de l'EFSA. Je pense que c'est très clair. Oui, mais sachant qu'au vu de l'Europe, nous étions dans l'illégalité. Ah bah écoutez, moi en tout cas je vous dis ce qu'on on a préconisé. Ensuite. Il faut laisser Jacques. Après, Monsieur Jacquin, j'en prie. Merci, Président. Monsieur le ministre, vous avez dit à plusieurs reprises avoir été estomaqué par l'ampleur de la fraude. Le Président vous fait remarquer que, bien que estomaqué, vous n'avez pas demandé à la DGCCRF de produire un article 40. Et visiblement, dans vos explications, vous attendez que la justice fasse son travail. Mais vous connaissez les délais de la justice, et il y a eu un long moment où l'eau continuait à être filtrée et à porter l'appellation eau minérale naturelle. Pourquoi n'avoir pas fait cesser cette tromperie comme vous l'avez fait sur Épar et pas sur les autres sources de Nestlé? Alors, j'ai déjà répondu à la première question. L'article 40, il existait déjà. Moi-même et les services du ministère de la Santé, d'ailleurs, insistaient pour qu'il soit bien déposé. Donc, à partir du moment que l'article 40 existe, il y a une procédure judiciaire en cours. On n'est pas au courant, évidemment, de son contenu, puisqu'on n'en est pas directement à l'origine, mais pour nous, la justice suit son cours. Et pour la réponse à votre deuxième question, j'ai déjà eu l'occasion aussi d'y répondre. Sur Épar, on a clairement la réponse objective, sans détour. Cette eau contaminée objectivement à la source est ensuite décontaminée et vendue comme une eau minérale naturelle, ce qui est illégal. Pour le reste, il y a cette ambiguïté qui est que selon la taille du filtrage et selon la manière dont le microbisme est affectué par tel ou tel filtre, il y a une ambiguïté sur le fait de savoir si c'est une eau minérale naturelle ou pas. Et donc, nous attendons que le dossier soit instruit avant de le faire et nous prenons la décision qui est prise. Enfin, en tout cas, nous faisons la recommandation qui conduit à une décision de Matignon entre le 22 et le 23 février 2023. Et sachez bien que si on avait pris cette décision avant, elle se serait appliquée avant. Il y a le temps de l'instruction pour un dossier dont vous reconnaîtrez qu'il est assez complexe et que nous avons découvert en ce qui nous concerne en septembre 2022. Merci. Je crois que monsieur le rapporteur, vous aviez une dernière question et après on pourra libérer comme ça, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre. Dernière question, peut-être quand même sur la force exécutoire de ce bleu et aussi ce qui a été évoqué par mon collègue Gillet sur le risque européen. Nous avons au dossier plusieurs notes qui disent, alors j'ai plus les mots exacts, alors vous me pardonnerez si je fais une petite imprécision, vous m'avez accusé de mentir tout à l'heure. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Je fais attention à ce que je dis. Non, il n'a pas employé le mot mentir. Je m'en serais bien privé. Comme vous, il vous a taquiné. Comme vous êtes taquiné l'un à l'autre. Voilà. Il y a un partout là-bas. Exactement, voilà. Exactement. Mais je vais essayer d'être précis. Il est dit à un moment dans les notes qui sont mises à votre disposition, il est dit que il vaut mieux tenir, je crois que le mot c'est secret, tenir cela secret parce qu'il y aurait un risque de contentieux européen. Qui dit contentieux européen dit donc que ce qui est évalué c'est une illégalité. Je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Deuxième point, dans ce bleu, il est demandé en effet un certain nombre d'actions vis-à-vis de l'Union européenne, mais on est un peu en attendant Godot. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes en 2025. À ma connaissance, le SGAE n'a fait aucun benchmarking, aucun, de la situation au niveau européen. Donc, si vous voulez, le sentiment qu'on a quand on lit le bleu, c'est bon, les autorités locales, débrouillez-vous avec ça. On est en 2025, elles n'arrivent pas. Attendez, je finis. On est en 2025, elles n'arrivent pas à s'en débrouiller. Les autorités européennes, on va vous saisir, hein, mais on ne vous saisit jamais, puis le SGAE, il ne fait pas le benchmark. Donc, excusez-moi, le caractère exécutoire du bleu, la seule chose qui a été exécutée, c'est le plan de transformation de Nestlé. Pour le reste, rien ou si peu. Quelle est votre réaction là-dessus? Je vous remercie. Bon, d'abord, sur l'illégalité du traitement, je rappelle qu'il y a une enquête judiciaire en cours. Donc, évidemment, on a bien pris en compte cette illégalité, puisqu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours au moment où vous évoquez le sujet. Donc, le risque de contentieux, en tout cas le risque d'illégalité du processus, il a été lancé par l'article 40 lui-même. L'article 40 lui-même qui a lancé l'enquête. En ce qui concerne les décisions du bleu,
c'est quand même ce bleu qui a conduit à la fermeture de la source départ. Donc, il ne faut pas donner l'impression qu'on a pris des décisions à la va-vite, sans en intégrer, y compris la gravité pour certaines d'entre elles, puisque nous décidons, le Premier ministre décide, mais sur une recommandation commune de son ministère de la Santé et de son ministère de l'Industrie, de conduire à la fermeture d'une source, avec des emplois derrière, et une marque qui, je pense, a disparu de nos étals depuis. Donc, non, je pense qu'on a pris des décisions graves, on les a pris de manière aussi instruite que possible, et je pense qu'on a pris les bonnes décisions. Juste une remarque, la marque Épar existe toujours. Bon. Elle a peut-être diminué ses ventes, ça, c'est vrai. Je sais pas, mais elle existe toujours. Je sais pas, je bois de l'eau du robinet, moi. D'accord. Elle est filtrée, mais... Elle est une dernière question, monsieur Gilles, parce qu'après, il faut respecter, bien sûr, avec plaisir. Ça dépend. Une courte question, monsieur Gilles. La marque Épar existe toujours. Elle a été suspendue des ventes pendant un certain temps. Elle a été remise sur les étals. Et par contre, si vous avez souvenir d'une campagne de transparence sur le motif de pourquoi il y a eu un arrêt de production et il y a une relance de production, eh bien, je vous remercie, vous m'en informerez. Parce que le fond de la question, quand même, monsieur le ministre, c'est qu'à chaque fois, on a le sentiment profond qu'on a voulu dissimuler au public ordinaire, à l'usager, au consommateur, une situation qui était particulièrement préoccupante pour essayer de faire en sorte que l'industriel, effectivement, s'en sorte au mieux. C'est quand même le sentiment général qui ressort de l'ensemble de ces éléments. Monsieur le sénateur, j'ai été ministre de l'Industrie et de l'Énergie pendant 2 ans et demi. J'ai pris des décisions extrêmement difficiles, y compris face à des industriels avec lesquels j'étais loin d'être en relation amicale. Je pense avoir assumé mes responsabilités de ministre de l'Industrie de manière pleine et entière, y compris avec des décisions qui ont eu des conséquences dramatiques sur l'emploi. En plein milieu de cette affaire dont vous parlez, début octobre, j'ai dû prendre la décision de fermer Camaïeu, monsieur le sénateur. 2600 emplois. Parce que j'avais un actionnaire qui me proposait un business plan ni fait ni à faire et qui me demandait 40 millions. Des décisions difficiles, j'en ai prises. Et à chaque fois que j'ai eu à les prendre, je les ai prises en tenant du mieux que je pouvais en compte l'intérêt général, l'intérêt des citoyens, l'intérêt des consommateurs et l'intérêt des salariés. J'espère l'avoir fait tout au long de mon mandat et j'espère que mes prédécesseurs et mes successeurs le font aussi. C'est là-dessus qu'on aimerait avoir un avis peut-être plus fouillé. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là puisqu'on va respecter notre temps pour vous permettre d'aller à l'endroit où vous devez aller. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier. Je crois que cet échange direct avec, j'allais dire, un terme plutôt du Sud-Afrique, ce mano à mano que vous avez fait avec monsieur le rapporteur, nous a permis d'éclairer notre commission d'enquête. Merci beaucoup. Et puis, à titre personnel, vous souhaitez bonne chance pour présider des séances à l'Assemblée nationale. Je ne vous donne pas d'amis, vu le contexte actuel. Bon courage. Je vous confirme, c'est un peu plus houleux qu'au Sénat, monsieur le Président. Eh bien, mes chers collègues, je vous donne rendez-vous demain à 13h30 où nous continuons nos auditions de ministres, et ça sera votre ancienne collègue Agnès Pannier-Runacher dans ses fonctions de ministre de l'Industrie. Et à 16h30, on a la lanceur d'alerte que monsieur le rapporteur a souhaité et moi-même auditionner. Merci beaucoup, bonne soirée.